Bonjour tout le monde. Merci d'assister à ce nouveau webinaire des rendez-vous agri-urbains qui fait partie d'une série, là. À chaque mois, on a un webinaire qui est rendu possible là, grâce au soutien du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et de laquelle il dépôt est classant du Québec. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir David Herrera, que j'ai rencontré voici un certain temps déjà, à l'époque du début de Cycle Farm. Donc, David est maraîcher, consultant, mentor et formateur en agriculture urbaine. Il est le cofondateur de Cycle Farm, qui est fondé voici près de 10 ans de mémoire, ça va être 2015, qui est dans ces eaux-là. Euh, et comme plusieurs personnes dans l'agriculture urbaine maraîcher, c'est souvent des reconversions professionnelles. Donc, je ne sais pas si David, tu vas Exactement. mentionner ça, mais qui a permis en Finlande de mener à bien le développement d'un modèle de ferme urbaine sur la Bruxelles-Capitale. David, je te passe la parole pour nous expliquer qu'est-ce que Cycle Farm, c'est quoi les données, c'est quoi les modèles et ta vision aussi sur cette question-là, là, des nouveaux modèles, quelle superficie que ça prend, etc. Donc, David va faire sa présentation, présenter à la fin un petit vidéo et on va passer à une période de questions pour tous. Donc, Cycle Farm a été fondé en 2015 et moi, j'ai commencé à faire ma reconversion. J'ai commencé à apprendre la permaculture en 2013, je pense, après avoir lu le livre de Fukuoka, La révolution d'un seul grain de riz. Et puis, je suis tombé sur un article sur Curtis Stone, que vous connaissez sûrement, qui fait du spin farming à Kelowna, où il arrivait à produire, si je me souviens bien, 30 000 $ canadiens seul sur des multisurfaces. Et en étudiant la permaculture, donc moi j'ai un passé d'économiste. Je suis licencié en économie, mais j'ai jamais pratiqué. J'ai fait de l'import-export. Et puis figurez-vous que j'ai produit et distribué un produit qui a été inventé à la base au Canada. C'est les petites clips avec lesquelles on roulait les pièces de monnaie. Ça vous dit quelque chose? Oui, oui, je vois. Ben voilà, ils ont perdu leur brevet à un moment parce qu'ils n'ont pas payé. Des Français ont repris ça. Et puis moi, j'ai fait une amélioration, etc. Et pour le faire plus écologique, etc. Et puis j'ai continué dans des produits plus écologiques, comme par exemple le recyclage d'huile de friture en bougie parce que ça pollue très fort. Donc j'ai toujours été dans une mentalité de recyclage et de durabilité, si vous voulez. Et puis à un moment, j'en ai eu marre de rester assis derrière un écran toute la journée. Et donc j'ai décidé de me bouger et de m'intéresser à la permaculture. Et grâce à Curtis Stone, je me suis lancé. Et juste à ce moment-là, il y a eu un appel à projet. euh, un appel à projet de Innoviris pour améliorer l'autonomie alimentaire de Bruxelles. Et donc, on a répondu à cet appel à projet et notre projet, c'était d'étudier les facteurs de faisabilité et de réussite du spin farming à Bruxelles. Ça veut dire que je me suis associé avec Nicolas et qu'on a commencé à cultiver des jardins chez les grands. Évidemment, pas trop loin de notre maison, c'était groupé. Pendant la recherche, j'ai été à Kelowna voir comment Curtis faisait et ce qui m'a permis de voir quelles étaient les différences. Par exemple, des grosses différences, c'est que Kelowna est relativement plat et aux États-Unis, au Canada, les jardins sont beaucoup plus standardisés, tandis qu'en Europe, c'est beaucoup plus le bordel, quoi. Il y a des arbres au milieu des pelouses, c'est plus compliqué. Et donc, on a fait cette recherche pendant 3 ans. Et à la fin de la recherche, j'étais associé avec Nicolas et Pascal. Et Pascal était spécialisé en fleurs comestibles et nous, on livrait les restaurants principalement, moi et Nicolas. Nicolas s'occupait des steady crops, c'est-à-dire tout ce qui était plus loin tout ce qui était plus loin de notre base. Vous savez, en permaculture, il y a plusieurs zones. Et donc, les terrains qui sont plus loin, c'était évidemment les légumes qui demandaient moins d'attention. Et les terrains qui étaient proches, c'était les pousses à mesclun et les tomates et la serre, quoi. Et donc, on s'était partagé ça comme ça.
Et puis, après les 3 ans, Nicolas, lui, il a décidé de faire un champ en autocueillette. Et moi, j'ai voulu continuer, si vous voulez, pas la recherche, mais j'ai voulu prouver qu'il y avait moyen de rémunérer convenablement. Convenablement, pas pour quelqu'un qui travaille dans l'IA, mais pour quelqu'un qui travaille en tant qu'agriculteur, on s'entend. C'est-à-dire que les agriculteurs en Belgique, pour vous donner un ordre de grandeur, ils gagnent, en conventionnel, ils gagnent 4 euros de l'heure, en maraîchage 7 euros. Et moi, je voulais montrer qu'on arrivait à gagner entre 15 et 25 euros de l'heure, quoi. Donc, c'est quand même 2, 3, 4 fois plus. Et donc, j'ai reçu un terrain. Donc, au début, on faisait pas mal de marchés avec Nicolas pendant les 3 ans. Et les marchés n'étaient pas très productifs, mais ça nous a permis de créer une communauté. Et dans cette communauté, des gens nous ont prêté des terrains. Et donc, on a pu chacun s'installer. Lui, comme il a voulu faire de l'autocueillette, il avait besoin d'un plus grand espace, d'un espace de plus ou moins 1 hectare, puisqu'il doit faire des légumes qui ne sont pas à haute valeur ajoutée aussi. Et moi, je me suis pris un espace qui faisait 20 arts, en plein soleil, très bien situé. Et donc, on a toujours été inspiré par plusieurs courants. Bah, ils ont tous été inspirés les uns par les autres aussi. Donc, j'ai été faire ici un stage au Bec et Louin que vous connaissez sans doute, qui fait du maraîchage permaculturel. C'était mon premier stage de maraîchage. Évidemment, les jardins à la grelinette, c'est incontournable. J'aime beaucoup de Lean Farm de Ben Hartman. Et dernièrement, je me suis intéressé à la French Method, dont je vais développer un peu plus tard, qui est un peu l'ancêtre en fait de Coleman, qui est l'ancêtre de tout le monde, tous les autres. Et alors, maintenant, mon nouveau dada, c'est la syntropie. Donc, ça, c'est mes inspirations. Et ce qu'on peut voir, c'est que les chiffres d'affaires par hectare de tous ces modèles, en fait, c'est des chiffres qui ont été repris dans le livre de French Method. Mais les chiffres par hectare de tous ces modèles sont inversement proportionnels à l'hectare par rapport à la superficie. Donc, au plus on a une surface petite, au plus on peut avoir du chiffre d'affaires par mètre carré, puisque le meilleur fertilisant est l'ombre du jardinier. J'aime bien utiliser ça. Je trouve ça important. Ce qui m'a intéressé ici, si, je ne sais pas si vous voyez bien tout, c'est ce qui m'intéresse dans ce tableau, c'est qu'un peu, j'ai voulu un peu faire une synthèse avec toutes ces méthodes. J'ai simplement pas mis la méthode MSV, mais moi, mon champ, grosso modo, bah, c'est évidemment, il faut prendre soin de la terre et des humains, ce que plus ou moins tout le monde fait, peut-être moins Curtis Stone, enfin peut-être moins dans le spin farming, parce que comme on changeait de surface, de superficie, on avait moins besoin d'en prendre soin, on pouvait changer de superficie plus facilement. Je travaille sur une toute petite surface, donc elle fait 20 arts. Euh, et donc, je m'éloigne un peu de la méthode Fortier qui est sur des plus grandes surfaces. J'aime, je, Ce que je trouve assez extraordinaire à l'agriculture syntropique, c'est d'essayer de créer beaucoup de biomasse, mais aussi qui peut être mellifère et qui peut produire de la nourriture. La French Method, eux, ils accentuent vraiment, ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière sur le sol. Ce qui caractérise la French Method, c'est qu'ils mettent 25 mètres cubes de fumier ou de matière verte par 1000 mètres carrés, hein. C'est pas rien, quoi. Et alors, ils font beaucoup de contre-plantation aussi. Donc, ils intensifient et ils vont faire des contre-plantations par strates. Et donc, eux, ils vont planter plutôt en rang. Fortier, Curtis, moi, ce que j'ai appris d'eux, on prend une planche de culture et on fait plus ou moins la même culture, ce qui a des avantages parce qu'on peut utiliser des bâches, etc. Mais à la French Method, ils vont faire un rang de tomates au milieu, par exemple. Moi, il est à Cannes, donc il peut le faire à l'extérieur. Et puis, sur les côtés, il peut faire des rangées de chouquet, par exemple, et puis après, ils vont encore faire des sucrines plus bas, quoi, ou de la roquette, etc. Et ça leur permet, eux, de faire un chiffre d'affaires quand même très, très élevé, style 75 000 dollars sur 1000 mètres carrés, quoi. Je parle même aller comprise, hein. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça rejoint la culture stratifiée de l'agriculture syntropique.
où là, ils essaient quand même de bourrer un maximum les planches pour essayer d'absorber un maximum de chlorophylle pour pouvoir nourrir les champignons. Et donc, pour Christian Carnavalet de la French Method, un maraîcher, il est cultivateur de vers de terre, bactéries et champignons, évidemment. Et en agriculture syntropique, on peut dire aussi qu'on est cultivateur d'eau parce qu'on veut que le sol soit une éponge. Euh, voilà, dans tous ces modèles, on voit que la mécanisation est très faible. Donc, on va utiliser des outils low-tech mais intelligents, hein, comme ceux que Coleman a inventé. Et en général, comme les maraîchers parisiens, on va faire des légumes à croissance en général rapide ou à récolte permanente. Donc, pour moi, c'est des légumes qui ne se conservent pas très bien et qu'on ne sait pas importer, qu'on doit essayer d'écouler sur le marché localement de manière à ce qu'il soit frais, très nutritif et très goûtu. Euh, et les publics cibles, en général, moi, je vais en restaurant. Je vais en restaurant, je vais vite passer. Donc, grosso modo, ce qui est important, c'est qu'il y a trois piliers dans le maraîchage urbain, donc sur très petite surface. C'est faire des légumes à très forte valeur ajoutée, je vais revenir là-dessus, avoir des investissements relativement faibles. Et le troisième pilier, c'est faire la vente directe. Donc, pour moi, vendre à un grossiste ou un revendeur ne peut se faire que si j'ai trop de légumes ou que c'est des légumes à très très forte valeur ajoutée, très forte valeur ajoutée, comme par exemple du mesclun ou voire des aromatiques. Donc la première chose qui est importante quand on choisit un terrain, c'est vraiment de regarder tous les critères qui peuvent être des contraintes ou des ressources. Et donc, bon, ce qui est vachement en fonction de son business model. Donc, il y en a dans la vente directe, on peut faire des ventes kiosques, on peut les distribuer directement aux consommateurs, on peut faire des paniers, on peut faire de l'autocueillette. On peut faire des ventes, enfin voilà, il y a différents, je ne vais pas vous parler dans les détails de ce qui se fait en Belgique, mais pour moi, c'est très important, par exemple, d'avoir un accès au centre du terrain pour pouvoir béner du compost, du fumier, etc., parce que ça me fait des kilomètres en moins au frigo. J'aime bien pouvoir avoir l'accès à l'électricité, mais ce n'est pas indispensable. Par contre, l'accès à l'eau, c'est vraiment indispensable et il faudrait même avoir deux, euh, deux sources d'eau. Donc, moi, j'ai de l'eau potable parce que aussi, c'est une obligation pour laver les légumes. Mais j'essaie aussi d'avoir un forage parce que l'eau coûte quand même 7 dollars canadiens plus ou moins par litre, par mètre cube, pardon. Et donc, c'est quand même très cher parce qu'on utilise 1000 mètres cubes d'eau dans les années un peu sèches. Ça fait 7 000 euros, ça fait quand même 10% du chiffre d'affaires, grosso modo. Ça fait vraiment mal. Après, qu'est-ce qui est vachement important? La visibilité si on vend directement sur le terrain. Et si on a plusieurs terrains, c'est bien d'avoir la proximité des terrains. Ou au moins, pour moi, je pense qu'un maraîcher doit habiter près de son terrain parce que sinon, ça devient trop énergivore. Évidemment, s'il y a de la pollution dans le sol, il faut connaître l'histoire de son terrain et regarder un peu les zones environnantes. Et donc, si on est au bord d'une autoroute, il faudrait quand même faire des tests de cadmium et de plomb, quoi. Ensuite, bon, voilà, moi je suis situé, j'habite à Bruxelles. Mon terrain est au sud de Bruxelles, dans une commune qui est relativement verte, parce qu'il y a 450 hectares en tout, dont 150 hectares de agriculture conventionnelle. Et donc, vous voyez, on ne voit même pas mon terrain ici. Et là, je vais faire un zoom. Donc, mon terrain, il fait 40 mètres sur 50. Et voilà. Donc, je l'ai séparé en jardin, quatre jardins. Pardon. Ici, j'ai 8 planches. Là, j'ai 6 planches. Là, j'ai 6 planches. Là, j'ai 6 planches. Elles font toutes 22 mètres et demi de long. Comme je disais à Eric, en été, parfois, je les divise en trois pour pas avoir une planche entière de roquettes. C'est beaucoup trop. Donc, je vais faire enfin, une planche de 7 mètres et demi de roquettes, puis de la moutarde sur 7 mètres et demi, et par exemple de la mizuna sur 7 mètres et demi. Et, euh, et voilà, et donc j'ai 8 jardins en fait. Donc ça me fait 913 mètres carrés. Et maintenant, je suis en train
de m'accaparer la surface devant. Voilà, parce que comme on fait du beau boulot, les gens disent qu'on peut s'étendre un peu et ce terrain est un peu à l'abandon, quoi. J'ai pas de loyer, c'est un terrain qui appartient à la fabrique d'église et qui me demande juste d'entretenir un peu son terrain. Et là, je pense qu'on régénère bien son sol. On l'a nettoyé des poubelles, hein, parce que souvent, il y a beaucoup de remblais en ville, etc. Mais l'analyse de sol n'est pas très importante parce qu'en fait, le métier de maraîcher urbain, c'est rajouter du sol, rajouter du sol, rajouter du sol. Comme je vous ai dit, les maraîchers parisiens, ils mettaient 25 mètres cubes. Moi, je pense que j'en mettais quand même pas mal moins, mais on en a mis quand même plus de la moitié, quoi. Donc là, je ne vais pas faire partir la vidéo, mais on la montrera plus tard. Donc j'ai 156 planches de 7,50 m au total. Voilà, la culture nette, c'est 877 mètres carrés. Et sur les 20 arts, évidemment, j'ai une zone compost, une station de lavage, stockage des outils, chemin. Donc, on peut voir ici, c'est ici que je stocke mes outils. Là, j'ai un petit container pour ma station de lavage, une petite station de lavage extérieure. Ici, c'est un salon pour quand même rigoler avec l'équipe. Ici, c'est la zone compost. Et ici, c'est la pépinière. Et donc, vous voyez, j'ai un accès, mais les camions peuvent venir que quand il a plu depuis 3 4 jours, parce que sinon ils s'embourbent, quoi. On n'est pas parfait, hein. Donc ça, je vous ai dit, les 3 piliers du maraîchage. Donc, vente directe, restaurant particulier. Et alors, moi, j'ai fait, si vous voulez, une chaîne de valeur où je me concentre d'abord sur les restaurants. Ensuite, j'ai quelques particuliers qui me commandent, mais je le faisais plutôt, par exemple, si les restaurants, je vendais le mardi, ben, mes surplus, j'essayais de les vendre à des particuliers le jeudi. Et ce que j'avais en trop, je le revendais aux revendeurs. Et ce que je risque de jeter, je préfère le donner à des frigos solidaire qui va donner mes surplus de légumes. Mais ça m'arrive que 3 4 semaines par an, en plein été, quand on croule sous les plantations de tomates, etc. Donc, pour définir ce que c'est un légume à forte valeur ajoutée, j'imagine que la plupart de vous le savent plus ou moins, mais c'est des légumes à croissance rapide. Donc, vous avez ici tous les exemples, hein, tout ce qui est jeunes feuilles à mesclun, donc vous appelez ça des jeunes pousses, ou bon, les bok choy, les fenouils, les mini navets, les mini betteraves. Ça, c'est vraiment ce que les maraîchers parisiens cultivaient. Ils faisaient des petits légumes pour les pauvres et des gros légumes pour les riches, il paraît, les maraîchers parisiens. Et puis évidemment, il y a les légumes à récolte permanente. Donc il y a les légumes d'été, mais il y a aussi les céleris, la puntarelle par exemple. Et là, j'ai des restaurants italiens avec qui je travaille, donc ils me demandent ce genre. Et là, je fais beaucoup de fleurs de courgettes, les poivrons. Et ce qui me donne de la valeur ajoutée à mes légumes d'été, c'est que je fais mes semis moi-même. Donc je ne vais pas les acheter et donc j'arrive à me diversifier par rapport à mes concurrents. Et je fais pas mal de micro-pousses aussi. Euh, Ça représente quand même 15% de mon chiffre d'affaires. Et puis, les carottes, c'est quand même un produit d'appel, même si ça rentre pas dans les autres catégories, qui est vachement importante. Le gingembre, ça marche très très bien aussi et c'est facile à cultiver et parfois des grosses laitues. Et puis, je fais des fleurs comestibles et j'ai mis les aromatiques plus haut. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de me déplacer dans les restaurants et de leur vendre le plus possible de légumes. Je préfère me déplacer dans un restaurant et vendre pour 300 euros que de me déplacer dans 2 restaurants et vendre 150 euros. Donc, ça, c'est un peu du lean pour réduire ses déplacements. Les investissements faibles, évidemment, c'est les tunnels et les serres qui coûtent le plus cher. Évidemment, c'est aussi l'infrastructure comme le puits, le forage pour amener l'eau. Mais ça, c'est tous les outils. J'imagine que la plupart de vous les connaissent. Je vois quand même le temps qui avance. Donc, bon, voilà, la grelinette, la campagnole, je ne sais pas si vous avez ça en Canada. C'est une grelinette avec des contredents qui cassent les mottes. Donc ça peut remplacer un peu le tilteur de collement, donc le microculteur de collement. J'utilise beaucoup le Six Row Cedar. Moi, j'utilise pas le Yang. Mais donc ça veut dire que mes planches doivent être quand même parfaites. Mais ce qui convient bien aussi au paper pot, j'ai un désherbeur thermique et j'ai la récolteuse à mesclun. Donc, ce que je trouvais intéressant, c'est de regarder un petit peu quel est le total des coûts qu'on doit faire, parce qu'on ne dit pas beaucoup d'argent, mais on veut dire combien. Mais pour moi, grosso modo, l'infrastructure immobilisée qui reste en place et que je ne vais pas pouvoir bouger si je change de terrain, c'est que ça coûte une quinzaine de mille, sans compter des marges qu'on va difficilement faire en maraîchage urbain.
L'accès à l'électricité, ça coûte cher et c'est que pour remplir les batteries, mais si vous avez votre chambre froide sur place, vous en avez besoin. Après, j'ai fait deux catégories d'outillage. Pour moi, il y a les outillages mutualisables. Donc, c'est tous les outils que je vous ai montrés. C'est des outils qui coûtent cher et qui ont un taux d'utilisation relativement faible. Donc, on peut rajouter évidemment un motoculteur aussi si on veut, le BCS, si on fait grand. Mais si on est tout seul, on ne va pas le mettre. On a l'investissement en station lavage. Il n'est pas énorme, mais il compte quand même, hein. Il faut quand même des éviers en inox, des étagères en inox, les essoreuses. On n'a pas les essoreuses comme vous aux États-Unis. On prend les machines parce que nos machines, les tambours sont horizontales. Donc, on doit acheter des machines d'occasion Oreca. Après, pour les micro-pousses, ben, il faut faire des étagères. Et moi, j'ai une dizaine d'étagères dans ma cave. J'ai une très, très grande cave chez moi. Donc, je pense que le modèle de maraîchage qu'on va faire va dépendre des ressources et des contraintes du terrain et de notre maison, etc. Et de la personnalité du maraîcher aussi. Et donc, comme ressource chez moi, j'avais une très, très grande cave. Donc, ça me permet de faire mes plants d'hiver, mes pousses d'hiver et de faire euh, des micro-pousses. Et puis après, il y a tous les investissements petits matériels et petit outillage. Et là, on arrive plus ou moins à 7 000 euros, quoi. Et les investissements en irrigation, c'est quand même pas rien. On est autour de 3 500 euros. Moi, j'ai les deux. J'ai des asperceurs qui peuvent faire 3 planches de large en général ou 2 planches de large. Et j'ai évidemment des gouttes à gouttes pour tous les légumes d'été qui peuvent pas en se voir. Et je pense même qu'en hiver, il vaut mieux mettre des gouttes à gouttes pour ne pas trop refroidir les feuilles, etc. Donc ici, vous avez les investissements totaux et donc on arrive quand même grosso modo à 40 000 euros. Mais là-dedans, évidemment, j'ai pas mon ordinateur, j'ai pas ma voiture, donc ça peut monter plus cher. Ce qui est intéressant à voir, c'est que ces 40 000 euros, c'est qu'il y a quand même en irrigation et qu'est-ce que je voulais dire? En irrigation, pardon, en gros outillage et en infrastructure, on est quand même à 40 000 euros. Si on est, oui, maraîcher autour d'une station de mutualisation, comme je vais vous montrer le modèle plus tard, ça pourrait permettre de diminuer quand même de 35 000 euros les, l'investissement, quoi. Donc, on arriverait plutôt à un truc de 15 000 par personne. Ce qui est vachement important pour moi dès la base, c'est de faire un bon design, parce que si on n'a pas un bon design, ben, on va faire beaucoup plus de kilomètres à la brouette, par exemple. Et bon, évidemment, ce que j'ai repris chez Fortier, c'est les planches permanentes. Bah, Curtis Stone le faisait aussi, et je ne sais pas si Coleman, mais j'imagine aussi. C'est vraiment avoir les planches de la même longueur pour avoir les mêmes filets, les mêmes bâches, etc. Le plan de culture, c'est essentiel. Et évidemment, avoir une bonne organisation hebdomadaire. Donc, je vous montre un petit peu le design, mais je vous l'ai déjà présenté. Et évidemment, c'est une manière d'essayer de réduire les spaghettis, hein, c'est les déplacements qu'on fait toute la journée pour aller chercher un marteau. Et alors, le plan, un tout petit peu, je vais parler 5 minutes du plan de culture. Pour moi, ce qui est vachement important, c'est d'analyser la demande chaque fin d'année. Donc, moi, je vais voir mes clients. Bon, c'est des restaurants, c'est plus facile, mais on peut facilement le faire avec des paniers, etc. C'est voir qu'est-ce que j'ai vendu l'année passée, qu'est-ce qu'ils veulent l'année prochaine et essayer de remplir la demande totale qu'ils ont. Après, dans mon plan de culture, je vais essayer de placer les légumes d'été en premier dans le plan de culture parce que c'est les plus rentables. C'est là que j'ai le plus de demandes. Et aussi les aromatiques. Et puis, je vais placer mes légumes d'hiver parce que souvent, j'ai peu de légumes d'hiver et en général, ça marche assez bien. Il faut quand même avoir une bonne gamme de légumes d'hiver pour garder ses clients. Et il faut quand même essayer que toutes les planches soient un maximum productives. Et après, je vais revenir, évidemment, je vais faire toutes les grosses plantations, style les mini poireaux en juin, les mini carottes après la première.
après la première succession de courgettes, je vais les faire en début août, etc. Et puis, je vais revenir en début d'année où je vais essayer de produire un maximum en début. Et puis, finalement, je vais remplir les trous de, euh, de l'été avec des choses les plus rentables et les plus demandées et peut-être un tout petit peu moins de choux parce qu'ils souffrent un peu plus en été, sauf le kale que je plante évidemment déjà en hiver. Donc, j'envoie un questionnaire comme ceci à tous mes clients restaurants que je leur demande de remplir. Évidemment, les zones rouges, en général, c'est les zones où ça pousse pas et je leur donne toutes les possibilités, mais c'est pas pour ça que je vais faire tous les légumes et je leur donne un prix. Et après, je vais choisir en fonction de la demande ce que je vais implanter dans mon champ. Et donc, ça me donne ça va dire, on va dire que c'est un jardin et ça va me permettre d'avoir un plan spatial de mes cultures avec évidemment les temps. Mais bon, j'imagine que vous connaissez ça, les plans de culture. Je ne vais pas revenir en détail dessus. Ce que je trouve un petit peu dommage au nouveau programme de Jean-Martin Herloum, là, c'est qu'on ne sait pas faire de contreplantation. Donc, on peut mettre 100% de tomates, mais si on veut rajouter des saccharines sur l'autre côté, on va dire 50% de tomates et 50% de sucrines. Non, moi, je vais mettre 100% de tomates et Donc, 25% de sucrines, par exemple, pour arriver à des taux et 25% de basilic pour arriver plus haut, parce que c'est à ça que servent les contreplantations. C'est quand même de maximiser un petit peu. Et puis, le but ultime, quand même, d'avoir un plan de culture, c'est d'arriver à un agenda, quoi, un agenda et d'avoir fait ses commandes. Et donc, je trouve que sur Heirloom, c'est très, très bien présenté. Donc voilà, moi, ici, si vous voulez, mes chiffres, on a eu des chiffres d'affaires relativement faibles au début, on ne s'y connaissait pas. Il fallait qu'on augmente, comment est-ce qu'on dit, qu'on arrive à accumuler du savoir-faire et l'augmenter. Et puis, on a eu le Covid ici, en tout cas. Et puis, juste après le Covid, il y a eu, on a vraiment, vraiment bien vendu. On a vendu près de 80 000 euros de légumes sur vraiment une toute, toute petite surface. On a travaillé 3 000 heures. Et donc, je distingue vraiment ce qui est en vert, c'est la vente de légumes. Après, c'est les activités annexes. Et on n'avait pas fait d'activités annexes avant. Parce que Nicolas et moi, on trouvait qu'on pouvait transmettre qu'à partir du moment où on avait pratiqué 10 000 heures. Parce qu'en ayant suivi des cours de permaculture, on a trouvé que parfois que les gens n'étaient pas compétents parce qu'ils peuvent donner cours plus ou moins au bout de 72 heures. Et parfois, voilà, ça manquait un petit peu de force. Et donc, nous, on avait voulu, comme un peu les maîtres d'arts martiaux, c'est de pouvoir transmettre après 10 000 heures de pratique. Et donc, si vous voulez, on est à 1,8. Donc, moi, je ne travaille plus à plein temps au champ, mais je fais un 3,5 cinquième. J'engage quelqu'un qui fait la même chose. Et puis, j'ai un saisonnier en plus en été. Et c'est sûr qu'on va beaucoup plus travailler en été. J'ai gagné plus de 20 euros de l'heure, ce qui n'est pas énorme, mais ça m'a permis quand même, avec les 7 000 euros. Et alors, je compte sans les subsides, parce que j'ai reçu des subsides aussi. Mais ça, quand même, ça nous permet quand même d'avoir, en vente de légumes sur une surface neutre, arriver à faire quand même du 60 euros du mètre carré, quoi. Du 60 euros du mètre carré, je suis sûr qu'il y a moyen de faire plus en ajoutant un peu de syntropie et peut-être en faisant plus de contreplantation. Maintenant, effectivement, il faut qu'il y ait de la demande supplémentaire. Cette année-ci, à partir de août 2023 jusqu'à juin 2024, il a plu. Il a plu, il a plu. Et par exemple, ce mois de novembre-ci, il y a eu en Belgique 8 heures de soleil, quoi. Donc, je ne pense pas que le climat va aller dans le sens des agriculteurs, si ce n'est qu'on va avoir de plus en plus besoin de nous. Mais ça va être de plus en plus chaud parce que je suis pas certain qu'on externalise beaucoup de bénéfices pour lesquels on n'est pas payé, comme la biodiversité, filtrer de l'eau, etc. Euh, les agriculteurs en conventionnel, ils vont plutôt externaliser leurs coûts en massacrant la terre et en tuant l'humus, etc. Donc ici, vous voyez que tout ce qui est récolte permanente, pardon, mais les mesclins, je faisais plus de mesclins, ça a moins bien poussé. Et si c'est plutôt les légumes d'été et les micro-pousses, ça augmente évidemment en proportion quand le reste marche moins bien, mais ça diminue quand ça marche le mieux. Mais vraiment, c'est en fonction du climat. On voit qu'en 2022, ça a vraiment mieux fonctionné sur une même surface, quoi. Euh,
Voilà, ça vous connaissez ce graphique. On sait que c'est évidemment en juin, juillet, août, septembre qu'on va vendre le plus, voire octobre, et qu'au début, on ne fait que planter. Mais ça représente aussi la masse de travail qu'on doit faire. Euh, voilà. Donc, j'ai voulu un peu regarder mes best-sellers et il faut savoir que comme je fais trois rotations, donc mes courgettes, je fais souvent une rotation avant, par exemple pour la deuxième succession, j'ai une succession avant, j'ai une succession après. Et donc, c'est les euros par mètre carré, on pourrait les multiplier par 3 ou en additionner 3, mais j'ai pas pris ce que je rate, hein, parce que je rate quand même des trucs. La puntarelle, par exemple, je l'ai complètement raté cette année-ci, alors que l'année passée, c'était très bien. Les poireaux baguettes, c'est très rentable. Le mesclin, évidemment, c'est très très rentable. Mais le gingembre frais, moi j'ai eu beaucoup. Alors, ce qui se passe, c'est que un des atouts des agriculteurs urbains, c'est qu'on ne va pas faire de la monoculture. On va cultiver plein de légumes de manière à ce que on puisse offrir des paniers complets chez les gens. Et donc, je ne vais pas me concentrer sur le gingembre parce que sinon, je vais devoir les vendre à des grossistes, ça va moins me rapporter, quoi. Ceci dit, c'est tellement élevé comme coût que ça pourrait être une idée. Euh, les poivrons bien donnés. Et alors, Jean Martin, il avait mis les aubergines, il les faisait, il faisait deux rangs maintenant, avec, sur trois têtes, etc. J'ai essayé et ça a très très bien marché. Et donc, j'ai vachement augmenté mon revenu au mètre carré grâce à cette méthode. Ceci dit, je pense aussi que les euros au mètre carré c'est l'ombre que le maraîcher donne à la plante. Ça veut dire que les tomates demandent beaucoup de travail, les aubergines sur trois têtes demandent beaucoup de travail, etc. Donc voilà, ça c'est les soldes. Donc moi je paye mes gars, ils me coûtent plus ou moins 15 euros de l'heure. Et moi je prends ce qui reste, hein. Donc quand je fais plus, je gagne plus. Et quand je fais moins, c'est pour ma tête, quoi. Heureusement, j'ai des activités annexes où je suis chef maraîcher, où je suis formateur ou consultant, ce qui me permettent quand même de mettre un peu de beurre dans les épinards. Mais en Belgique, c'est assez dur parce qu'on est imposé à 50%, hein. Euh, non, voilà, pour moi, à partir du moment, si on fait un chiffre d'affaires de 85 000 euros, le maraîcher pourrait gagner du 25 euros de l'heure et travailler 1600 heures par an. Mais ça, moi, je ne le fais plus. Je suis plutôt à 1250 heures. J'ai des stagiaires, alors j'ai des écoles qui viennent au champ et qui viennent m'aider. Mais est-ce que ça compte ou pas? Donc moi, je ne l'ai pas compté et j'ai des saisonniers que j'essaie de payer convenablement. Et donc ça me coûte maintenant, ça, ce schéma, il me coûte plutôt 15 euros de l'heure. Mais bref, on a un champ, on fait 85 000 euros, il va y avoir 20-25 000 qui va passer en frais d'exploitation. La même chose en masse salariale pour les autres et puis le restant, ce sera pour le chef maraîcher, quoi. Alors maintenant, ce qui était très très intéressant, je trouvais, c'était, on va passer, c'est comment faire du maraîchage sur petite surface, mais s'agrandir. Là, j'ai par exemple, si je reçois un champ d'un hectare et demi ou d'un hectare deux, comme c'est montré ici, ben, je pourrais créer 8 espaces de 12 arts, 8 parcelles maraîchers avec une station de mutualisation au centre qui va avoir la station de lavage, la chambre froide, euh, le stockage d'outils pour le motoculteur et les gros outils, le bureau, la salle où on mange, la station de compost aussi, etc. Et puis, les maraîchers autour pourraient être indépendants. Donc, chez nous, enfin, moi, j'aime pas tout mélanger dans une coop. Je trouve que chacun peut choisir seul son marché, mais il est important que chacun ait les mêmes, comment est-ce qu'on va dire ça, utilise les mêmes outils et les choses, mêmes choses à mutualiser. Donc, il ne faut pas qu'on soit trop éloigné par rapport à notre modèle. Et donc, ce serait quand même un modèle où on fait que de la vente directe aux gens, parce que ça veut dire qu'on fera grosso modo les mêmes légumes et qu'on utilisera les mêmes outils. Mais chacun, on pourrait faire un marché, on pourrait vendre en privé, on pourrait vendre... il y en a deux, trois qui pourraient vendre à des restaurants, il y en a un qui pourrait faire de la vente kiosque, mais on pourrait aussi, ce qui est intéressant dans cela, c'est qu'on pourrait aussi mutualiser
pas mal de choses à part les outils. Donc évidemment, il y a la mutualisation des outils qui permettent de réduire vachement le coût d'investissement, mais il y a la mutualisation des connaissances où vraiment on peut échanger entre nous. Il y a la mutualisation sociale, c'est-à-dire il y en a un qui part en vacances, l'autre peut aller ouvrir ses serres ou allumer l'eau. La mutualisation sociale, c'est aussi bah, peut-être qu'il faut faire de l'élagage, du nettoyage, on s'échange, quelqu'un qui fait à bouffer à midi ou un truc comme ça. Il y a la mutualisation, j'ai oublié, de la distribution et de la commercialisation. Donc, j'ai pas assez de carottes, je vais demander à mon voisin de me revendre des carottes s'il en a trop, et comme ça, je pourrais satisfaire les restaurants. Et donc, ça permettrait quand même de produire par hectare, si on s'en tient à 80 000 € pour ce genre de terrain, puisque tout ce qui est surface, on va dire, entre le net et le brut, les carrés verts, ce sera vraiment essentiellement de la surface cultivable, tandis que la courbe, ce sera tout ce qui n'est pas cultivable. La courbe serait co-gérée par les maraîchers, aurait un numéro de TVA. Je ne sais pas si vous appelez ça un numéro de TVA au Canada, mais c'est un numéro d'entreprise qui permet de vendre. Mais chacun aurait aussi son numéro d'entreprise et chacun ferait sa propre comptabilité. Parce que c'est Moi, j'ai appris ça avec la coop, avec Nicolas et Pascal. C'est très, très compliqué de faire la comptabilité pour les autres avec les autres. Donc voilà, ça c'est un petit peu le projet que j'ai sur un terrain de 3 hectares. Et alors après, tout autour, on peut s'imaginer des activités annexes. Par exemple, ici, il y aurait des abeilles. Et donc, ça va permettre, on pourrait faire des fleurs de vent, on pourrait faire des poules, voire avoir des moutons. Comme ça, les poules nous permettraient de vendre des œufs, permettraient aussi, évidemment, de fertiliser les parcelles. On pourrait aussi essayer de créer plus de biomasse. Donc ici, sur la parcelle, moi j'avais imaginé sur cette parcelle-ci, par exemple, faire 6 planches et puis 2 planches qui seraient vraiment pour le maraîchage, pour l'agriculture syntropique avec des strates, pour avoir de la matière verte directement à côté de ces plantes et pour créer plus de résilience avec des racines aussi pérennes. Donc j'aurais 6 planches de vivaces, enfin d'annuelles, et puis 2 planches plus de pérennes. Et après, on pourrait faire plus ou moins une tortue tout autour. Donc une tortue, c'est une carapace peut-être avec des plus grands coupe-vents comme des saules, etc. Donc ça, c'est un petit peu l'idée que j'aimerais bien développer si j'en ai l'occasion, parce que voilà, on m'embête un peu pour cultiver ce terrain. Voilà, ça, je me suis un petit peu amusé avec l'IA. J'ai essayé de vouloir représenter un terrain où il y avait plein de maraîchers avec l'IA, mais c'est pas évident. Et donc, pour moi, un maraîcher urbain, ben, il peut être rentable avec les bonnes connaissances. Par exemple, le lean farming permet d'avoir des bonnes connaissances, une très bonne organisation. Mais les connaissances, ça s'acquiert beaucoup en travaillant sur le terrain. Et je pense que la connaissance s'acquiert par l'expérience. Il faut les bons outils, quand même, ça permet de réduire vachement la pénibilité du travail. Le réseau commercial, donc ce qui est important, c'est qu'il faut quand même être complet, avoir évidemment au départ choisi le terrain adéquat, et puis il faut quand même du courage parce que c'est quand même un métier, c'est pas pour les paresseux, quoi. On s'implique tout le temps, on y pense tout le temps. Notre femme en a marre qu'on parle que de maraîchage, etc. C'est vraiment un métier où on s'investit à 100%. Pour moi, ce qui est assez extraordinaire au maraîchage bio-intensif, c'est que ça peut créer des emplois à forte valeur ajoutée. Ça veut dire pour moi, c'est vraiment un emploi utile, quoi. Et quand on regarde ces chiffres que je vous ai donnés juste avant, ça veut dire que si on peut créer 2 emplois sur 20 arts, on va dire, ben, un agriculteur en conventionnel en Europe, il utilise 80 hectares en moyenne et il travaille seul. Je pense que chez vous, c'est encore plus parce que les espaces sont beaucoup plus grands. Bah, sur 80 hectares, ça veut dire qu'on pourrait créer 800 emplois. C'est quand même 800 fois plus. Bon, c'est pas les mêmes légumes, c'est pas eux, ils vont plutôt faire des céréales et nous des légumes. Mais par exemple, en Belgique, on importe 88% des légumes, je pense. Alors qu'il y a vraiment moyen d'investir tous ces petites parcelles euh,
en les cultivant de manière intelligente. On régénère les sols. On arrive souvent avec des sols avec du remblai. Ben, 2, 3 ans après qu'on soit là, ça grouille de vers de terre. On améliore la biodiversité, même simplement avec les fleurs de courgettes, les fleurs de tomates, la biodiversité du sol aussi. On stocke de l'eau puisque notre sol devient une éponge. On distribue des légumes qui sont frais et sains et on crée pas mal de résilience dans la communauté locale puisqu'on vend tout à moins de 5 kilomètres. Et puis, les maraîchers, c'est quand même des gars sympas, quoi. Donc, on utilise pas mal, maintenant, c'est des pockets pour les aromatiques. Ça, c'est le pepper pot. C'est quand même assez génial pour faire des semis. On gagne un temps de fou. J'arrive pas à avoir un sol aussi beau que ce que Farmer's Friend présente dans ses vidéos. Mais voilà, il y a pas mal de végétation. On fait des mini-légumes. Vraiment en zone urbaine, on est entouré d'arbres. On va, on aura des courgettes, on fait pas mal de mini-poireaux. Évidemment, les feuilles à mesclun, les aromatiques, les fleurs de courgettes et les afitos. Ça, c'est tous les légumes. Ça, c'est une aubergine spéciale, une aubergine de Turquie. La toute petite, là, je la ferai plus, c'est trop fatigant à cueillir. Et puis, au niveau des tomates, eh ben, on fait quand même beaucoup de variétés parce que les gens, ils achètent d'abord la couleur et puis le goût. Voilà. Donc, ben, merci beaucoup, David, pour ton partage d'expérience. Puis je savais que ça serait enrichissant, là. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît, puis que je suis sur la Cold Farm. Donc, merci beaucoup. Puis Merci à vous. le prochain webinaire va avoir lieu en janvier. Il va porter sur les serres urbaines. Donc, ce sera une invitation, là. De toute façon, vous êtes inscrit sûrement à la liste des webinaires. Donc, on va vous faire parvenir l'information en temps et lieu pour la connexion. Donc, merci à tous et passez de joyeuses fêtes. Merci beaucoup encore, David. Au revoir. Au Merci. revoir.